Bonsoir, merci pour votre présence. Nous vous souhaitons la bienvenue pour cette nouvelle rencontre qui a lieu dans le cadre du cycle Un livre des collections de la Bulac. Ce cycle est axé autour d'une publication ou d'une recherche qui trouve son écho dans les fonds de la Bulac, tout particulièrement ce soir dans les collections géolinguistiques d'Asie orientale. Nous avons le plaisir d'accueillir Rémi Mathieu à l'occasion de la parution de la nouvelle traduction du Shouting que vous avez récemment publié aux éditions Les Indes Savantes. Le Shouting, également appelé classique des poèmes, est un fleuron de la littérature chinoise qui a traversé les générations depuis 2 millénaires et demi. Vous en proposez dans cet ouvrage une traduction intégrale et intégralement annotée d'après les commentateurs de multiples époques, anciennes et contemporaines. Rémi Mathieu, j'ajoute que vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS et spécialiste de la Chine ancienne. Vous serez ce soir accompagné par Marie Bizet, maître de conférences en études chinoises à l'Université de Strasbourg et spécialiste de la poésie chinoise médiévale. Marie Bizet, vous êtes également initiatrice, en partenariat avec l'équipe de la Bulac, du projet Chinopo, qui vise à numériser et à fouiller de manière automatisée, grâce à la reconnaissance optique des caractères, un vaste corpus d'anthologies poétiques, de commentaires et d'encyclopédies de la période médiévale chinoise. Ce projet permet la valorisation de fonds chinois anciens conservés en France. Je vais laisser à Monsieur Wang, professeur d'histoire intellectuelle de la Chine à l'INALCO, le soin d'introduire plus précisément cette rencontre. Au nom de la Bulac, je tiens à nouveau à vous remercier tous les trois très chaleureusement pour votre présence. Avant de céder la parole à Monsieur Wang, je précise que cette discussion sera suivie d'un échange avec le public afin que vous puissiez poser vos éventuelles questions aux intervenants en fin de soirée. Merci à tous. Merci pour votre présentation. Bonsoir à tous, vous m'entendez? Alors, je suis assez mal placé pour présenter nos deux invités parce que je connais très mal la poésie chinoise. Je ne l'enseigne pas. Peut-être je connais assez bien d'autres choses. Par contre, je fais un cours sur la formation et les interprétations des classiques confucéens et je n'ai jamais encore enseigné le classique de la poésie, mais grâce à cette rencontre, peut-être ça va m'inspirer et pour les années à venir. Bon, un mot pour compléter la présentation de tout à l'heure. Donc, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir travaillé avec nos deux collègues. Et Rémi a été mon professeur. J'ai bénéficié d'un de ses cours à la recherche des esprits à Fontenay. Il y a longtemps. Et j'ai eu aussi la chance d'avoir participé à la formation de Marie, dont j'ai été membre du jury de sa thèse qui porte sur le Wenxing Diaolong, esprit de littérature, en Dragon Sisley, donc qui est un grand texte qu'on peut considérer comme l'un des premiers textes de la critique littéraire, de la poétique de façon un peu plus générale. Nous avons l'une des grands spécialistes aussi qui est parmi nous. Enfin, j'aurais pu lui laisser la place pour présider cette cérémonie. Valérie Lavoie, merci. Donc, Marie ensuite a travaillé sur le Shouting et notamment via un grand projet, je crois c'est Xu No Po. Po c'est poésie, Xu c'est Xun, No c'est knowledge, donc connaissance. Et donc elle travaille sur en fait la configuration du Shouting, le classique de la poésie, dans l'économie globale des connaissances, quelles sont la place des commentaires et son site qui est très très bien documenté, qui comprend aussi un volet Shouting.net qui est déjà assez bien documenté, par exemple Mao Shi Zheng Zhuan, donc une édition de l'époque des Tang due à Kong Yingda, l'un des grands commentateurs. Donc Marie va compléter l'exposé
qui va être initié par Rémi, donc qui nous a fourni cette traduction intégrale. Et depuis très longtemps, il n'y a pas eu une traduction intégrale du Shi Jing, en français en tout cas. C'était Couvreur, que vous connaissez peut-être tous. Enfin, si vous ne le connaissez pas, peut-être il faut aller voir un peu sur le site internet. Donc, sa traduction est disponible. Donc, en 1892, il a fourni une traduction à la fois en latin et en français. Et bien sûr, il y a d'autres tentatives de traduction, notamment par Marcel Canet, qui avait été enseignant, enfin professeur de géographie et de civilisation dans notre maison. Je crois que c'était à la suite de Henri Cordier, qui est décédé, si je me rappelle bien, en 1925. Ensuite, c'était Paul de Miéville qui était pressenti pour lui succéder, mais finalement, c'était Marcel Canet, sociologue, ami de Mauss, qui a été choisi pour succéder à Henri Cordier. Mais il était déjà professeur à l'EPHE. Donc, Rémi a entrepris une traduction intégrale tout en intégrant les autres avancées technologiques et scientifiques, c'est-à-dire les manuscrits déterrés il y a peu d'années. Donc, je vais peut-être d'abord donner la parole à Rémi pour nous présenter un peu ce qu'est ce texte, le Shi Jing, et puis peut-être une présentation générale de sa traduction, et ensuite Marie interviendra, et voilà, et nous aurons aussi du temps pour approfondir cette rencontre. Merci, Rémi. Merci, Frédéric. Oui, ça fonctionne, semble-t-il. Alors, la chose la plus difficile, c'est de répondre à la question que chacun se pose et que tu as posée. Qu'est-ce que le Shi Jing ? Et je suis bien embarrassé, évidemment, pour y répondre. On peut quand même dire des choses un peu élémentaires, à savoir que c'est une anthologie des vers, c'est-à-dire un choix qui a été effectué. La légende dit que c'est à partir de 3000 poèmes que Confucius aurait fait cette sélection. C'est plus une légende qu'une vérité historique. En tout cas, il est à peu près certain que Confucius n'est probablement pas le responsable de ce choix, mais plus vraisemblablement qu'il s'agit d'un lettré de l'état de Lou, c'est-à-dire du même état que Confucius, qui également était aligné sur les positions de son maître à penser, et qu'il a effectué ce choix à partir d'un corpus dont on ignore tout, puisque les supposés 3000 poèmes dont parle la légende historique ne correspondent pas vraiment à ceux que nous avons retrouvés dans les différents sites archéologiques et dans les différents textes qui mentionnent des poèmes qui n'ont pas été retenus par cet éditeur. Alors la grande difficulté de ce texte, c'est à la fois son extrême diversité et son extrême ancienneté. Extrême diversité puisque, peut-être le savez-vous, il est constitué de 4 parties inégales. La première s'appelle Guofeng, c'est-à-dire les ères des royaumes. Ces ères, nous rapportent les historiens, auraient été rassemblés, réunis, recueillis par différents envoyés des princes et du roi à l'époque Zhou. Et ils auraient été ensuite réécrits à la fois sur le plan formel, mais également en ce qui concerne le fond
du message par des lettrés des différentes cours constituant le royaume de Chine. Ces airs des royaumes sont donc issus d'une quinzaine de régions qui avaient plus ou moins le statut de principauté, et on y ajoute 3 grandes parties qui sont appelées Xiaoya et Taya, et enfin Song, dont la fonction est tout à fait différente de celle de la première partie. Alors, quel est le but de cette compilation ? C'est probablement une question à laquelle il sera pour longtemps difficile de répondre d'une façon univoque, puisque d'une part, la première partie, donc, qui est constituée des chants des royaumes, a été utilisée comme une espèce de recueil de propos de sagesse. On les trouve cités, mentionnés dans différentes œuvres philosophiques, et on les trouve également tout au long des différents textes historiques de la haute époque et du début de l'Empire. Les textes suivants, qui constituent les parties donc 3 et 4 de cette œuvre, sont, elles, beaucoup plus faciles à la fois à identifier et également à cerner sur le plan de leur utilisation, puisqu'on sait qu'elles servaient lors des grands banquets seigneuriaux ou des banquets princiers ou royaux, et également lors des cérémonies religieuses. Elles ont donc, pour certaines d'entre elles, une vertu performative. La difficulté pour nous, occidentaux, et même également pour les Chinois, est de savoir comment on appréhende ce texte qui est à la fois unique et multiple, j'y insiste. Est-ce que c'est un recueil poétique ? Est-ce que c'est un recueil de sagesse, d'expressions dont beaucoup sont passées dans le langage courant, mais également ont une grande influence, on va y revenir, sur l'écriture poétique ultérieure? Est-ce qu'on peut considérer ces textes-là comme des prémices à la constitution d'une philosophie qui sera celle de Confucius, puisque les valeurs qu'on y défend sont des valeurs que Confucius va développer, va adopter et va théoriser, comme la piété filiale, le culte des ancêtres, la vénération pour les divinités locales et le Dieu suprême, Shangdi. Est-ce que ce sont des modèles de morale, de l'éthique du moment? On va y revenir, je pense, tout à l'heure à propos des commentaires, puisque l'extrême difficulté d'appréhender cette œuvre, c'est de savoir quel regard nous portons, nous, en tant qu'analystes modernes, par rapport aux regards, au pluriel, qui ont été portés sur cette œuvre par les premiers commentateurs. Le problème des commentaires du Shijing est un problème majeur qui est traité depuis 2500 ans et auquel nous n'aurons pas forcément toutes les réponses ce soir, mais qui commence donc au IIe siècle avant notre ère et se poursuit tout au long de l'histoire littéraire chinoise. Voilà donc en quelques mots, aussi brefs qu'ils puissent être, ce qu'on peut dire pour présenter ce qu'est le Shijing et quelles sont à la fois les difficultés, les attraits qui s'offrent aux lecteurs contemporains. Merci Rémi. À la fin de ton bref exposé, par rapport à ce que tu as publié, c'est vraiment une petite goutte d'eau. Tu as dit donc quelques mots sur le commentaire. Justement, à propos de ce commentaire,
qui est vraiment très important dans notre compréhension des classiques. Et ce n'est pas seulement par rapport au Shijing, mais c'est aussi par rapport aux autres classiques. Sans ces commentaires, on ne peut presque pas lire. Il y a quelques années, Stéphane Feuillat, dans une des conférences que j'avais organisées, il déclarait que sans commentaire, on ne peut rien comprendre des classiques. Peut-être Marie aussi, qui a beaucoup travaillé sur le statut de ces commentaires, tu peux peut-être d'abord dire un mot, quel est le statut de ces commentaires et pourquoi on a en fait forcément besoin de ces commentaires. Est-ce qu'on peut encore comprendre les classiques sans ces commentaires? Merci Frédéric. Je crois que tu as déjà répondu à la question. Je partage l'avis d'à peu près tous les lecteurs de ces textes, c'est que on est perdu sans commentaires, mais en même temps, on est presque perdu par la masse des commentaires. Parce que les commentaires se contredisent, discutent des points, et c'est très intéressant de voir surgir des lectures très divergentes des mêmes textes qu'on est... et c'est pour moi la gageure de la traduction, d'une certaine manière, c'est de savoir qu'est-ce qu'on décide de traduire, une version, ou est-ce qu'on arrive à préserver cette ouverture du sens qui est disponible là, pour faire référence à un article sur le Shijing, et cette disponibilité du sens. Je pense que c'est vrai pour le Shijing, c'est vrai pour les autres textes. Moi, je connais un peu mieux le Shijing, pour ne pas dire que je ne connais pas bien les autres textes. Mais c'est très intéressant de même lire des commentaires qui sont contemporains. C'est pas juste au fil de l'histoire que les commentaires vont se contredire. Ce sont des commentaires contemporains qui vont proposer des lectures qui se font concurrence, au point qu'on s'aperçoit, quand on lit la version qui a été établie sous les Tang et qui s'intitule la juste lecture, le juste sens, la juste interprétation, il se trouve que l'équipe a compilé des commentaires antérieurs et que on découvre toute la richesse des commentaires qu'on a perdus, parce que à la fois il les préserve, mais en même temps, il révèle qu'un certain nombre de ces commentaires ont complètement disparu parce que une lecture a dominé à une période de l'histoire, et que la préservation d'autres commentaires qui ont été considérés à partir de là comme mineurs n'a pas été jugée utile. Voilà. Merci Marie. En fait, 10 commentaires, 10 transmissions, c'est exactement le même caractère. Et pour la transmission et le commentaire, si vous voulez, du Shijing, il y a eu bien sûr d'abord le disciple de Confucius, Zixia. Enfin, en tout cas, on attribue à Zixia cette transmission de ce volet du savoir, c'est-à-dire la poésie, grâce à quoi on apprend à parler correctement. Et ensuite, Émile l'a dit, il y a ce commentaire des Han, donc les deux Mao, père et fils. Après, il y a d'autres, Kuingda, que j'avais cité tout à l'heure. Il y a aussi Chuxi, 1130 à 1200. Et plus récemment, il y a Zhuang Yuan, donc, qui est mort juste après la guerre de l'opium. Donc, quel est le commentaire que tu as le plus utilisé dans ta traduction, Rémi? Et pourquoi? Oui. Alors, si on ne lit pas le texte avec les commentaires, on ne comprend rien. Si on le lit avec les commentaires, on ne comprend rien non plus, mais on sait pourquoi on ne comprend rien. Je voudrais revenir un peu en arrière sur les premiers commentaires, parce que ce qui est absolument décisif, c'est l'histoire, en fait. L'histoire, elle vient de Mao. Mao Hang et Mao Chang, le père et le fils. Mao Hang, donc 2e siècle, fin du 3e, début du 2e siècle avant notre ère, a écrit le premier commentaire, en tout cas on n'a pas trace qu'il y en ait eu un avant,
sur le shooting. Et il l'a écrit en se servant d'un procédé. J'y insiste parce que c'est le cœur du problème. C'est à partir de là que tout le reste va découler. Le procédé, c'est utiliser 3 notions. La notion de description, fou, de comparaison, similitude, bi, et la notion d'allégorie ou de métaphore, je ne m'étends pas sur la question, puisque des dizaines et des dizaines d'ouvrages ont été écrits en Chine et en Occident pour savoir ce que signifie le terme xing. Donc, ce qui est important, c'est que de son point de vue, les poèmes ne doivent pas se comprendre au sens littéral. Les poèmes doivent être décryptés. Ils ont un sens qui n'apparaît pas à la lecture ou qui n'apparaît pas à l'audition, et ce sens doit être décrypté, c'est-à-dire il y a donc un procédé qui va aboutir à interpréter les propos tenus dans le poème. Et pour prendre un exemple peut-être plus parlant, si l'on entend le cri d'un oiseau au-dessus de la rivière, ça n'est pas juste pour la beauté du cri de l'oiseau au-dessus de la rivière, c'est que ce cri de l'oiseau, cet oiseau lui-même est une allégorie, son chant est également une autre allégorie, et les deux sont une allusion à un phénomène qui n'est pas apparent, qui est sous-entendu, et que le commentateur va déchiffrer. Et le commentateur va dire ces premiers vers, puisque généralement cette appellation à l'allégorie se situe dans les 2 premiers vers du poème, cette allégorie renvoie à une scène de la vie de cour. C'est-à-dire que l'oiseau, par exemple, est le symbole, est une image du prince, et que la rivière qui s'écoule est une image qui évoque la vie courtisane. On peut varier à l'infini les exemples, et il y en a exactement 116 sur les 305 poèmes que comporte le Shooting. Et à chaque fois, Mao va prendre pour démontrer sa proposition l'exemple des 2 premiers vers du poème en question. Et à chaque fois, il va utiliser cette même technique, ce même procédé. Et on s'est demandé longtemps comment on peut qualifier ce xing, cette allégorie, cette métaphore. Et en fait, c'est plus un procédé qu'un système. C'est-à-dire, à chaque fois, ça n'est pas ni la même scène, ni le même objet qu'il définit comme étant une allégorie. C'est une circonstance, c'est un événement. Et à chaque fois, cet événement, cette circonstance, cette image, elle est de l'ordre du naturel. C'est-à-dire, elle renvoie à un phénomène de la nature. Et elle est l'allégorie d'un autre phénomène qui est, lui, du domaine de l'humain. Ça, c'est une constante de son interprétation. Le deuxième commentateur qui va venir après Mao, c'est Zheng Xuan. Zheng Xuan, qui vient, lui, au IIe siècle de notre ère, va reprendre ces commentaires. Et il va expliquer comment ce qui a été démontré par Mao s'incarne dans un phénomène, dans un événement historique. Et donc, l'un et l'autre, mais surtout le second, Zheng Xuan, va affirmer que tous les poèmes sont en fait des allusions à des phénomènes, à des événements historiques. Il va donc nommer
les personnages qui sont, selon lui, visés par cette allégorie. Il va définir également les circonstances historiques dans lesquelles elle se situe, et il va dire ce que Mao a voulu dire par cette allégorie, c'est ce personnage. Et ce personnage a commis telle ou telle incartade, et le poème est là pour le critiquer. En fait, la perspective qui est celle de Mao d'une part, de Zheng d'autre part, et de tous ceux qui vont suivre ensuite, c'est qu'il y a un sens figuré. Il y a un sens propre que tout le monde peut lire, mais il y a un sens figuré que seule l'analyse du commentaire permet d'éclairer. Et c'est cette révolution dans la critique littéraire qui va déterminer tout le restant de l'histoire de la critique littéraire en Chine, et plus particulièrement de la critique poétique. Et effectivement, on va le retrouver dans des ouvrages majeurs comme Wenxin Jiaolong, et tout au long de l'histoire de la poésie chinoise, il va y avoir d'une part des commentaires qui s'inspireront directement ou indirectement pour les approuver ou pour les désapprouver, mais en se définissant par rapport à eux. Et d'autre part, cette herméneutique, c'est-à-dire cette science de l'analyse littéraire, va elle-même engager un type d'écriture poétique. C'est-à-dire que l'écriture poétique chinoise ne sera plus jamais autre chose, mon expression est un peu rude, sera essentiellement centrée sur la notion de sens à décrypter à l'intérieur du sens proprement littéral. Donc ce point me paraît tout à fait important quand on parle de l'analyse des commentaires de cette œuvre majeure. Vas-y, Marie. Je voudrais juste rebondir sur, parce que ça m'évoque la grande préface et peut-être qu'il faut l'évoquer. Jusqu'à Zhu Xi, sauf erreur de ma part, c'est jusqu'à Zhu Xi que la grande préface est considérée comme l'élément introductif. À partir de Zheng Xuan, surtout, et parce que c'est Zheng Xuan qui a scié d'une certaine manière l'autorité de cet héritage associé à Mao. Et puis jusqu'à Zhu Xi, il y a un élément qui est assez important, qui est la première préface au premier poème qu'on appelle souvent la grande préface. Et cette préface, elle participe de cette notion, de deux notions qui ont été évoquées à l'instant par Monsieur Mathieu. D'une part, le fait que le poème exprime une intériorité, donc il y a quelque chose qui est exprimé et qui n'est pas forcément visible immédiatement dans l'expression qui peut évoquer des expériences, mais qui sont des expériences de surface. Et puis il y a une autre notion qui est celle du fait que les lettrés vont employer les poèmes pour les réciter, et que de cette façon-là, ils vont pouvoir critiquer le roi, mais sans le dire. Sous couvert de réciter un poème, ils vont évoquer un événement, une critique, et le roi cultivé est à même de comprendre la critique, mais en même temps, il ne peut pas en vouloir au lettré qui l'a critiqué, puisque le lettré n'a fait que réciter un poème d'amour, et que donc la critique est cachée sous le sens premier du poème. Et je pense que cette influence de la grande préface est au moins aussi grande que celle des 300 et quelques poèmes en question, justement, dont un nombre relativement restreint finalement est généralement cité. Oui, il y a en plus, effectivement, la grande préface, c'est un... On m'entend là? Oui, je ne savais plus quand j'avais appuyé. La grande préface est effectivement un texte tout à fait majeur, et il y en a d'autres qui sont les petites préfaces. C'est-à-dire que Mao a écrit pour chaque poème une petite préface
pour présenter en quelque sorte le poème, en disant ben voilà, c'est à la cour du prince Zheng où les grands dignitaires ont voulu le critiquer et ils ont composé ce poème. Et donc à chaque fois, ou presque à chaque fois, en tout cas souvent, le commentateur dit tel personnage a écrit ce poème, tel autre personnage a écrit ce poème. Parfois même c'est une femme, c'est plus rare, mais ça arrive. Et les gens du peuple ont composé ce poème. Là, on est un peu plus sceptique sur cette avancée. En tout cas, il lui arrive parfois de citer nommément l'auteur de la critique. Et c'est ce qui en fait l'extrême richesse de la lecture des commentaires de Mao. D'ailleurs, on a observé qu'il y avait des contradictions entre la grande préface, les petites préfaces et les commentaires. Et on peut se demander si c'est bien le même personnage, Mao, ou ses adeptes, qui les auraient écrites, parce qu'il n'y a pas une concordance parfaite entre tous ces éléments de l'appareil critique. Et cette historicisation des poèmes n'apparaît pas dans les poèmes eux-mêmes. Donc on voit bien que c'est une construction a posteriori qui nous oblige en quelque sorte à lire ces textes d'une certaine façon, c'est-à-dire en les replaçant toujours dans le cadre d'un événement supposé historique. Bien, merci beaucoup pour vos propos tous les deux. Alors, vous avez évoqué d'abord l'importance de l'allégorie. C'est aussi ce que Marcel Kanner a utilisé comme quelque chose qui caractérise le plus pour lui la pensée chinoise. Je pense à son ouvrage « La pensée chinoise ». Dans un moindre degré, il l'a utilisé aussi dans Fêtes et chansons anciennes de la Chine, justement à propos de ces poèmes du Shijing. Donc, tous les deux ont aussi évoqué l'importance des citations. Et Shijing, effectivement, est sans doute le texte le plus cité par d'autres classiques et par presque toute la poésie chinoise. Donc, il y a un rôle très, très important des citations du Shijing qui servent parfois, en fait, vous ne l'avez pas dit, mais quelque chose que je sens de détour, comme le qualifie François Julien. Vous savez où je vais en venir. Donc, alors, quel est le rôle justement des citations qui est presque primordial de la poésie dans l'histoire de la littérature chinoise et dans la poésie en particulier? Tu n'aurais pas de question un peu plus simple que celle-là? Je vais remonter peut-être un peu dans les premiers siècles où on citait le Shijing. Et les premières traces qu'on en a, je crois que Marie, vous avez travaillé sur la question, sont les citations qu'on trouve dans le Zuochuan, et qui sont des citations de cours, c'est-à-dire qui sont faites dans un cadre bien déterminé. Lors des rencontres entre seigneurs, ou bien entre lettrés, diplomates, on va dire, diplomates avec plus ou moins de guillemets, des cours qui constituaient donc les royaumes de la Chine des Zhou, donc bien avant l'Empire. Lorsqu'on se recevait, il était de bon ton de fonder des alliances, voire de les refonder, c'est-à-dire de se réassurer à cet égard, ou bien d'émettre des critiques sur tel ou tel personnage, soit un prince, soit un haut dignitaire, etc. Et pour ce faire, donc, vous l'avez rappelé à l'instant, on se proposait de citer par cœur. Généralement, on citait 2 ou 3 vers, pas beaucoup plus,
jamais je crois qu'il n'y a pas d'exemple où on cite une strophe en entier, encore moins un poème. Donc c'est toujours un vers, 2 vers, 3 vers, pour faire une allusion à un phénomène, un comportement, un événement sur lequel on veut porter soit un jugement positif, soit un jugement négatif. Et alors, ce qui est assez drôle dans ces circonstances, c'est qu'il arrive parfois que celui à qui on récite le poème, que ce soit un prince ou un haut dignitaire, ne comprenne pas ce qu'on lui dit. Alors, soit il ne comprend vraiment pas ce qu'on lui dit, soit il fait semblant de ne pas comprendre. Ou alors, peut-être qu'il le comprend, mais qu'il dit qu'il ne comprend pas. Et tout l'art de la diplomatie, c'est de savoir répondre par une autre citation qui fait en quelque sorte pendant à celle qui a été faite dans un premier temps. Et il y a un échange de politesse comme ça. Je te cite A, tu me cites B, ben moi je te cite D, toi tu vas citer E, et ainsi de suite. Et l'échange se fait ainsi à fleuret moucheté, si je puis dire, entre les diplomates et les hauts dignitaires. Il y a quand même un point qui interpelle à ce sujet, c'est que nous n'avons, pour en témoigner, qu'un seul exemple, quasiment un seul, qui est celui du Zhuozhuan. Le Zhuozhuan, donc c'est le commentaire de Maître Zhuo sur les printemps et les automnes, la chronique de l'état de Lou, qui rapporte des événements entre 722 et 456, je crois. Et les autres textes historiques, comme le Guoyu, qui regroupe à peu près les mêmes périodes, ne fait pas ce genre de rapport sur les rencontres diplomatiques. On trouve 10 fois moins de citations dans le Guoyu qu'on en trouve dans le Zhuozhuan. On peut donc se demander, et je complète en disant qu'on en trouve également fort peu dans le Sheti, c'est-à-dire dans les mémoires historiques de Sima Qian, alors qu'on devrait normalement trouver à peu près les mêmes. Et on peut avoir mauvais esprit en se demandant si par hasard l'auteur du Zhuozhuan ne ferait pas preuve d'un zèle excessif, un peu comme Tacite et Tite-Live écrivant l'histoire romaine, et rajoutant des discours extrêmement ornés et de haute valeur littéraire pour valoriser ou leur écriture ou les personnages qui les prononcent. Ensuite, après cette période qui correspond à la période de Chunqiu, il y a la période des royaumes combattants, où là, le Shöting est intégré comme citation, mais dans les œuvres littéraires, dans les œuvres philosophiques, avec des guillemets, si vous souhaitez mettre des guillemets. En tout cas, Confucius, tu l'as rappelé, soulignait combien il était important de connaître le Lunyu, d'abord parce que ça permettait d'avoir une vaste connaissance de la faune et de la flore. Et c'est vrai que sur ce plan-là, on n'est pas déçu, puisque l'identification des plantes, des animaux, n'est pas une mince affaire, en particulier celui des oiseaux ou des animaux de toutes sortes qui ornent les poèmes, est une tâche rude, puisque le nom des animaux a évolué, leur identification en tout cas, a évolué tout au long de l'histoire de la Chine. Donc cette période-là, qui est une période tout à fait intéressante pour nous, la période philosophique, où on trouve beaucoup de citations du Shöting, pas seulement chez Confucius, il y en a très peu, il y en a 2 ou 3, 2 allusions dans les entretiens de Confucius, mais il y en a également chez Mencius, et il y en a beaucoup plus chez Xunzi. Xunzi était un grand spécialiste du Shöting, et d'ailleurs ses élèves, ses étudiants, ont été les maîtres de la mise au point d'une édition, l'édition de Lou du Shöting. Ensuite, effectivement, les choses se compliquent puisqu'on passe là dans le domaine de la poésie où les vers, les expressions, les vers entiers du Shöting constellent toute la poésie, que ce soit celle du Chu-Tzu à la fin de l'époque Zhou, celle des Han, des 6 dynasties, et jusqu'au Trang, si vous lisez Li Bai,
les poèmes de Li Bai sont truffés d'allusions, de citations parfois, d'allusions aussi chez Du Fu, du Sheding, et ce jusqu'à nos jours. Mais là, ce domaine est tellement immense que je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain marécageux. Tout à l'heure, tu as parlé des plantes. J'ai vu que Marie aussi a, sur sa base de données, travaillé sur des plantes. Comment tu as procédé pour ces plantes de la poésie? Alors, j'ai procédé de deux manières différentes. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai commencé j'ai travaillé sur des poèmes particuliers et j'ai découvert qu'il existait des commentaires qui étaient entièrement dédiés aux plantes. Donc c'est en particulier un commentaire qui est intégré dans ce commentaire de que Kuan Yin Da cite régulièrement, qui est le commentaire de Lu Zi, qui est dédié à la faune et à la flore. Et j'ai commencé à me concentrer sur ce commentaire parce qu'il m'a beaucoup troublée. Pour moi, un commentaire, c'était fait pour éclairer un texte. Le commentaire de Lu Zi, il compile toutes les informations disponibles associées à une expression, le nom d'une plante, le nom d'un animal. Il compile toutes les informations qu'on a, sauf celles liées au Sheding. Quand il cite un texte dans lequel il est fait mention du Sheding, il saute ce passage-là et il continue. Voilà. Et j'ai trouvé ça très troublant parce que ça allait à l'opposé de ce que j'imaginais, qu'était censé faire un commentaire. Donc ça a été une première... ça a rebattu les cartes sur mon regard que je portais sur le Sheding. Je me suis dit qu'à ce moment-là, le Sheding devenait une sorte de truchement et avait un véritable rôle de classique dans le sens de outil pour décrypter le monde et le réel, puisque on lisait le Sheding, quand on lisait Lu Zi, on lisait le Sheding pour en apprendre sur les mots, le vocabulaire et possiblement le réel, mais pas pour lire de la poésie. Et je trouvais que c'était très intéressant. Ça donnait du sens au fait que le classique des poèmes, pour moi, jusqu'à présent, je comprenais le classique des poèmes comme fondateur pour les traditions poétiques. Parce que on voit en effet du vocabulaire et puis des mises en scène qui, dans la poésie plus tardive, qui empruntent au Sheding. Mais pourquoi c'était un classique confucéen ? Quand un garçon fait la grasse matinée et qu'une fille lui dit « Réveille-toi, réveille-toi, faut que tu t'en ailles, t'es pas censé être ici », je voyais pas très bien le lien avec un classique confucéen. Et donc, voilà, c'était... je trouvais que ce genre de commentaire nous offrait une clé pour essayer de remonter le temps et d'essayer de comprendre à quoi ça pouvait servir. Et puis ensuite, j'ai travaillé sur les plantes de manière plus systématique parce que je me suis demandé si, pour essayer de comprendre dans quelle mesure un poème du Sheding avait été influent dans la création poétique plus tardive, je me suis dit qu'il fallait que je m'accroche à des mots ou des concepts. Donc voir des poèmes dans lesquels il y avait une plante et une émotion, et voir si je retrouvais cette émotion dans des poèmes plus tardifs. J'ai commencé par le faire à la main. C'est-à-dire, j'ai cherché la plante et puis j'ai lu les commentaires parce qu'une émotion, la tristesse, la mélancolie, l'anxiété, c'est pas toujours très facile à distinguer. Et si on veut que ça rime, on va peut-être choisir un synonyme ou un mot qui évoque une émotion assez similaire, mais qui n'est pas exactement le même terme. Et puis le vocabulaire change au fil du temps. Et donc j'ai commencé par chercher dans des anthologies des mots, et puis à essayer de voir s'il y avait des co-occurrences de mots ou de synonymes à l'intérieur des poèmes.
Et puis, je me suis rendu compte que mon cerveau, il faisait moins bien ça qu'un ordinateur. Voilà. Et donc, j'ai commencé à travailler, à créer une base de données sur le vocabulaire des plantes et le vocabulaire des émotions et les équivalences que je trouvais dans les lexiques anciens pour pouvoir chercher non pas juste un mot, mais ses équivalents. En particulier parce que j'avais identifié, dans ce travail manuel, j'avais identifié le fait que des explications qui étaient dans les commentaires étaient réinsufflées dans des poèmes et remplaçaient donc le vocabulaire initial. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais la plante A était associée à l'émotion 3. Et en fait, dans un poème du XVIe siècle, la plante A était associée à l'émotion 5. Mais en fait, l'émotion 5, d'après le commentaire de Kuan Yin Ta, c'était une explication à l'émotion 3 que je trouvais dans mon poème. Et donc, je me suis dit que je pouvais comme ça créer des nuages de mots et ne plus chercher des co-occurrences systématiques simplement de mots, mais des co-occurrences de nuages de mots. Voilà. Oui. Donc, à nouveau sur les plantes et les plantes et les animaux, c'est vrai que c'est absolument capital de pouvoir identifier les différents taxa, c'est-à-dire les différents noms à quoi elles correspondent en termes de famille de plantes ou espèces animales. Pourquoi ? Parce que elles sont toujours, ces espèces faunistiques ou botaniques, elles sont toujours mises en relation. C'est-à-dire, elles n'apparaissent pas comme dans un texte que nous percevrions comme poétique, elles apparaissent comme étant dans une relation de l'homme à la nature. Pourquoi est-ce que, par exemple, l'armoise est importante? Parce qu'elle a différentes fonctions sociales. L'armoise, il y a en plus de nombreuses espèces d'armoises dans le Shetiing et encore plus dans la botanique chinoise. L'armoise est utilisée dans le cadre des sacrifices. On la fait griller avec la graisse de l'animal sacrifié. Et c'est l'odeur qui monte vers le ciel qui est susceptible d'attirer l'attention et la bienveillance de la divinité à laquelle on offre ce sacrifice. L'armoise, par ailleurs, elle est utilisée également comme étant un aliment pour nourrir les vers à soie. Les vers à soie ne mangent pas que des feuilles de mûrier. Ils mangent aussi de l'armoise. L'armoise, est certaines espèces reconnues comme pouvant faciliter la fécondité féminine. Pourquoi est-ce que dans nombre de poèmes, on offre une fleur à une femme? C'est pas uniquement pour la beauté les couleurs des pétales, non. C'est parce que dans la pensée de l'époque, et peut-être d'ailleurs dans la pensée encore actuelle en Chine, cette fleur favorise la fécondité, donc favorise les naissances à venir, donc sont un gage d'une union conjugale, ou pas forcément conjugale d'ailleurs, à venir. Et donc c'est extrêmement important de savoir quelle est l'espèce en question, c'est-à-dire quelles sont les particularités de tel insecte, de tel oiseau, ses mœurs. J'ai beaucoup travaillé sur les premiers vers du poème le plus connu du Shetiing, qui est Guanju. Pourquoi est-ce que le Guan renvoie à un cri de l'aigle pêcheur? Parce qu'en fait, les mœurs de l'aigle pêcheur intéressent beaucoup les commentateurs. L'aigle pêcheur est fidèle, mais il vit avec sa compagne séparément.
C'est en quelque sorte une image idéale du couple tel que le conçoivent les commentateurs. C'est-à-dire ces oiseaux, et bien d'autres oiseaux, respectent les rites. En particulier les rites qui ont trait à l'union sexuelle. Et ce point est tout à fait important pour les commentateurs. Il y a 2-3 éléments qui pour eux sont centraux dans leur vision du monde et dans leur critique de ces poèmes. C'est le respect des rites, le respect de la piété filiale, le service du prince, et j'en oublie encore, bref, une autre vertu confucéenne que la nature, spontanément, offre à notre regard et que leur commentaire va nous permettre d'éclairer. Et Marie l'a rappelé, ça n'est pas une mince affaire que d'identifier ces différentes espèces, parce que les noms ont évolué. Effectivement, il y a les commentaires de Louty, mais Louty, c'est, je crois, de mémoire, 3e siècle de notre ère. Donc, presque 1000 ans après la composition de certains de ces poèmes. Avant, il y avait le dictionnaire Aurea. Et très souvent, d'ailleurs, le commentaire de Mao est parallèle au dictionnaire Aurea. Et puis, vous avez toute une série de lettrés qui se sont penchés sur l'identification des animaux et des plantes. Et l'un d'eux me paraît devoir être souligné par la profondeur de ses observations, c'est Wang Fuzhi. Wang Fuzhi, à l'époque, était un homme qui accorda une extrême attention à toutes ces questions. Et justement, parce qu'il en avait souligné l'importance extrême dans la vie sociale et dans les rapports entre l'homme et la nature, mais aussi à l'intérieur même des groupes sociaux, comme quoi l'animal et la plante sont un lien qui facilite les relations entre les êtres. Merci pour l'expression nuage des mots, Marie. Donc, ces plantes, en effet, sont corrélées à ces fonctions sociales et symboliques. Et, Amy, tu parlais de Wang Fuzhi, donc, qui est un très grand penseur qui a vécu au XVIIe siècle, à l'époque charnière entre les Ming et les Qing. Je me demande si il s'intéresse à l'identification de ces plantes et à leurs fonctions. C'est parce qu'en fait, en fuyant les Qing, il s'est réfugié dans les montagnes. Donc, ces conditions extrêmes, bon, je plaisante, hein, lui a permis sans doute d'identifier ces plantes vivant en campagne, enfin à la montagne, parce que pour échapper à la poursuite des Mandchous, hein, à tel point parfois il écrit des choses qu'on ne comprend pas parce qu'il est totalement en fait éloigné du contexte social de son milieu même. Hein. Alors peut-être un mot néanmoins sur les contenus, les principaux thèmes que tu as évoqués dans la grande introduction. D'ailleurs, la façon dont tu as traduit une grande préface, grande introduction, et ensuite une petite introduction, est-ce que tu t'es un peu inspiré des mots, la grande préface et la petite préface, et ensuite peut-être avec contradiction, sans doute? Oui, effectivement, 2 mots, enfin même un peu plus que 2 mots sur mon travail de traduction qui se présente, qui s'ouvre par une assez longue introduction générale, mais une introduction générale sur le Schutting, il ne faudrait pas 100 pages, il en faudrait 1000, voire 2 ou 3000, de quoi dégoûter le lecteur, mais aussi l'auteur. Et ensuite, effectivement, je fais en sorte de présenter chaque partie, chacune des 4 parties constituant l'œuvre, et chacune des sections comme constituant ces parties. Et également, moi aussi, j'ai écrit une petite préface pour chaque poème, et
une note pour chaque vers. C'est-à-dire pour chaque vers, je fais un commentaire philologique, sociologique quand je le peux, littéraire, philosophique quand il y a de quoi alimenter une réflexion philosophique. Et puis nous venons de parler de l'identification des animaux et des plantes qui effectivement occupent pas mal de temps. Et ce qui me paraît important, c'est de voir quel regard nous pouvons porter nous-mêmes sur ces pièces. Parce que ce que je n'ai pas assez souligné et qu'évoquait Marie tout à l'heure, c'est que les commentaires s'intéressent avant tout à ce sens caché, à cette façon de décrypter le message du poème, mais ils ne donnent pas du tout l'impression d'être intéressés par la valeur poétique. Ce qui pour nous est capital, en tout cas j'ai essayé moi dans cette traduction de rendre par un rythme régulier, j'ai essayé de traduire les vers qui ont 4 pieds par des vers qui ont 8 pieds en français, et donc de m'en tenir à ce rythme, ce qui n'est pas aussi difficile qu'on pourrait le penser. Il suffit d'avoir le rythme en soi, un peu comme quand on écrit des alexandrins, ça revient assez facilement. Et puis les commentaires, là où j'ai dû abandonner devant la difficulté du texte, je m'en suis remis aux commentaires, parce que je n'ai pas cherché à évacuer les difficultés. Et les difficultés ne manquent pas. Bien sûr, elles sont dues à mon incompétence, mais elles sont dues aussi à la difficulté qu'il y a à décrypter le décryptage. Et ce qui rend modeste, c'est quand on lit les commentaires de Juicy, dont tu as parlé tout à l'heure. Dans maintes et maintes occasions, Juicy, qui est quand même, si je puis dire, le plus éminent de tous les lettrés de l'histoire littéraire chinoise, j'espère ne choquer personne, il lui arrive de dire il est très difficile de comprendre ce que veut dire ce poème. Alors si Juicy dit ça, après tout, on a le droit, nous aussi, d'avoir un peu de mal à retrouver le sens réel du poème, surtout que beaucoup de poèmes sont de nature très composite, c'est-à-dire s'il y a 4 strophes, il y en a 2 ou 3 qui ont l'air d'avoir été écrites ensemble et d'avoir une logique interne, et puis d'un seul coup, la 4e part tout à fait dans une autre direction, on se demande où elle va aller, donc il est assez compliqué de rester stoïque devant tant devant le caractère composite de cette œuvre. Je voudrais, si on en a le temps, un peu, ou Marie ou moi, nous parlions aussi de l'aspect, comment dire, du décryptage poétique de cette œuvre, donc qui ne se réduit pas donc juste à une analyse linguistique ou philologique. Le Shöding, c'est autre chose. C'est ce qui a inspiré effectivement toute la poésie chinoise pendant 2500 ans, et ça n'est pas rien. Peut-être Marie, peut-être compléter un peu le contenu de l'anthologie. Il faut lire la traduction. Non, je sais, il y a quand même des textes très divers. Il y a beaucoup de poèmes d'amour. Ce sont les poèmes qui sont les plus lus, je crois. Et il y a des poèmes qui racontent les héros. Les héros fondateurs, une sorte de poème. Oui, enfin, je ne sais plus comment s'appelait ce sinologue hongrois qui dit que. Töke.
Oui, c'est lui qui dit que la Chine n'a pas eu de poème épique, mais que d'une certaine manière, le Shenzing est l'espace où ont été déposés des bribes de ce poème épique disparu. Voilà. Oui, il y a quelques traces de mythologie. Il n'y a pas énormément de choses, mais on trouve effectivement des bribes mythiques pour les Zhou et pour les Shang. Donc, sur le plan religieux, c'est effectivement très, 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 très riche. Et puis, effectivement, tu parlais de l'œuvre de Marcel Granet. Moi, j'ai d'abord lu ces textes comme étant, avec l'œil que Granet nous a en quelque sorte inoculé, je vais parler le regard que l'envergure de Granet s'est imposée à nous. Il nous a en quelque sorte fait comprendre qu'on ne devait lire cette œuvre que d'un point de vue anthropologique. Et ce point de vue a été quand même sérieusement remis en cause par les générations suivantes, puisque ce que le Shenzing nous montre, de quelle Chine s'agit-il? Est-ce que ça n'est pas une Chine rêvée par les poètes? Est-ce que ça n'est pas une Chine reconstruite, comme si nous lisions la poésie du Moyen-Âge français, et si nous étions tentés de dire, ben voilà la vie telle que ça se passait dans les campagnes ou dans les cours princières. J'ai été tenté dans un premier temps, puisque j'ai tellement travaillé sur Granet que j'ai fini par ne voir la Chine qu'à travers son regard, de suivre donc ce qu'avait entrepris Granet dans sa thèse en 1905, et de me dire que oui, assurément, le Shenzing nous offre un exemple unique, mais vraiment unique, parce qu'il n'y a pas d'autres monuments littéraires de ce poids, de cette importance, de cette précision, de cette richesse pour cette époque autre que lui. Et puis, quand même, il m'est apparu qu'il fallait quand même prendre un peu de distance par rapport à ces œuvres, à ces textes, et se dire que s'ils avaient une origine paysanne pour une partie d'entre eux, et comme en témoigne, me semble-t-il, à la fois la richesse orale, je crois qu'il faut y insister, il y a tout de même une origine orale de ces compositions qui apparaît évidente, en particulier dans la présence de particules qu'on dit euphoniques, c'est-à-dire qui sont là uniquement pour la beauté du son, dans la multiplicité des onomatopées. L'onomatopée, ce n'est pas quelque chose qui rend beaucoup à l'écrit. C'est par définition quelque chose qui doit être parlé, chanté, psalmodié, ce qu'était en fait Shenzing à l'époque. Donc à la fois cette origine paysanne, rurale, qui semble nous renseigner sur les rapports humains tels qu'ils pouvaient exister à cette haute époque, et d'autre part l'intervention, et là les commentateurs le montrent bien, l'intervention de lettrés qui avaient une grande finesse d'écriture. Il faut se rappeler que le Shenzing comporte un nombre très considérable de mots rares, d'apax, c'est-à-dire de mots qui n'apparaissent qu'une seule fois dans l'histoire littéraire chinoise, et qu'on a bien du mal d'ailleurs à comprendre. Il n'est que de lire une fois encore les commentaires pour savoir qu'il y a une grande hésitation sur la signification de bien des mots. Et si ces mots apparaissent à ce point savant, c'est qu'ils sont issus probablement d'une classe lettrée déjà tout à fait considérable à l'époque des Zhou, donc du 5e, 6e siècle avant notre ère. Donc on voit bien cette double origine sur laquelle les analystes, aussi bien occidentaux que chinois, ne cessent pas de débattre. C'est-à-dire, certains en pincent pour l'origine uniquement écrite de l'œuvre, d'autres affirment
qu'il y a une origine orale. Je pense que les deux cohabitent, les deux coexistent. Et une analyse très fine, linguistiquement parlant, pourrait peut-être apporter des éléments percutants pour l'une et l'autre thèse. Les thèses de Granet ont été déjà par Vendémèche mises en question. J'ai eu de la chance d'avoir le résumé de sa thèse, la voie royale, dactylographiée. Donc, l'objectif de son travail consiste il y a 3 mises en cause, dont celle des postulats de Granet, qui consiste à identifier la structure sociale de l'époque primitive à celle de l'époque archaïque. Donc ça, c'est la mise en cause de Vendémèche. Mais de façon générale, je crois que Granet, en tant que sociologue, ne s'intéresse pas trop à l'individu, la vie d'un individu social, comme c'est souvent le cas finalement dans le Shijing. C'est la norme sociale qui l'intéresse. Donc c'est le postulat même de Jacques Gernet, lorsqu'il a écrit, par exemple, sa thèse sur l'économie des temples bouddhiques à l'époque. Ce n'est pas l'individu lambda qui l'intéresse, c'était à l'époque un sociologue, historien, Gernet aussi. Donc il y a cette tradition, je crois, lorsque Granet disait que, pas seulement pour le Shijing, mais pour d'autres textes, il a seulement travaillé sur la transmission de l'eau. Bien sûr, il y a d'autres transmissions qui se sont perdues, mais pour lui déjà, il a dit qu'il y a une chance que la transmission de la tradition des textes de l'eau représente une certaine normativité. Donc, c'est les normes qu'il cherche, ce qui est bien sûr critiqué par des sinologues plus contemporains. Alors, le maître de Granet, Édouard Chavannes, donc qui est le premier à avoir introduit la méthodologie des sciences humaines, la pratique des sciences humaines et sociales dans la sinologie, après une période un peu sombre de la sinologie française avec Marquis d'Hervé. Bon, c'était pas non plus totalement éclipsé, mais on peut encore vivre sur les résidus de l'héritage de Julien, Stanislas Julien. Donc, Chavannes disait qu'il ne faut pas rester fidèle à la lettre des commentateurs chinois. Comment tu as procédé? Est-ce que j'ai l'impression que tu es quand même assez fidèle à la tradition commentatoriale chinoise. Quel est ton avis? Enfin, peut-être les deux. Qu'est-ce qu'on doit puiser de cette tradition savante commentatoriale chinoise? Oui, ça rejoint un peu la question du début de soirée, c'est-à-dire comment faire sans et comment faire avec. Donc sans, c'est pas possible, mais il faut absolument faire avec, c'est-à-dire avoir un regard distancié sur l'objectif qu'il nous propose, c'est-à-dire cet instrument d'analyse dont je parlais a priori, c'est-à-dire avec les 3 notions de Xing, Fu et Pi. Ça ne doit pas, pour nous en tout cas modernes, ça ne doit pas limiter notre capacité d'analyse. D'autant que le terme d'analyse est peut-être usurpé. Le but de ces commentateurs, ça n'est pas tellement l'analyse, c'est juste l'interprétation, ce qui est un peu différent. C'est-à-dire une fois qu'ils ont interprété ce qu'ils pensent être le cœur du problème à travers l'exemple de la métaphore et de l'allégorie, leur travail se termine. Ils se complètent, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, avec les petites préfaces dans lesquelles ils remettent dans un contexte
confucianiste d'une part et historicisant d'autre part le poème, mais ils ne vont pas au-delà. L'analyse poétique, non, n'est pas de leur fait. C'est nous que cela intéresse. C'est-à-dire comment est-ce que des formes aussi contraintes que le shuding, c'est des vers en 4 caractères, on ne peut pas imaginer une forme plus concise. D'ailleurs, je crois, il n'y a jamais eu d'autres formes plus concises dans l'histoire de la poésie chinoise, sauf peut-être des exceptions avec des vers de 3 pieds. Mais enfin, ce n'était pas un genre plein au sens où nous l'entendons. Mais cette concision même pose problème pour les lecteurs, pour les auditeurs, fortiori pour les traducteurs qui ont du mal à s'en débrouiller puisqu'il y a très peu de particules vides. Et d'ailleurs, ce qui est tout à fait notable, c'est que les particules elles-mêmes n'intéressent pas en fait les commentateurs. Pour ce qui les intéresse, c'est le sens des mots et c'est le sens du poème. Mais l'analyse stylistique n'est pas du tout de leur compétence. Enfin, du moins, ils se retirent de ce domaine de compétence. Je vais, au risque de... Je vais prendre un risque. Moi, aujourd'hui, j'ai plus vraiment l'impression que quand je lis un poème du shuding, je lis un poème du shuding. Et je vais essayer de m'expliquer. J'ai l'impression de, à chaque fois, être dans la réception, à un moment donné, par un groupe donné d'un poème. Auquel je n'ai accès que par l'entremise des matériaux qui me sont fournis. Je dis ça en partie en raison du premier poème qui est juste derrière nous, parce que, alors il faudrait prendre 1001 précautions. Les dernières fouilles de l'Anhui, enfin il y a une version sur bambou de l'Anhui qui a été transcrite récemment par l'équipe de l'université de l'Anhui. Et ce poème dans lequel la jeune fille est censée être merveilleuse et pure, Yao Tiao, dans la version de l'Anhui, elle a la taille fine. Et ce Yao Tiao fait typiquement partie des apax pour lesquels les Mao et compagnie nous ont fourni une explication où elle est pure et vierge et jeune et jolie, et voilà. Et alors jeune et jolie et la taille fine, ça se ressemble, mais pure et vierge et la taille fine, c'est pas exactement le même regard porté sur une jeune fille. Et donc j'ai l'impression que selon le prisme qu'on utilise, on est toujours pris dans un prisme et on n'a jamais accès au poème. Alors on n'a jamais accès au texte, on pourrait le dire de cette manière-là, mais pour un texte de cette période-là, dans cette langue-là, moi j'ai l'impression que j'ai pris le parti de m'intéresser à ce qui est écrit sur, plutôt que de disserter directement sur le poème, parce que j'en ai pas les moyens. Quels sont les enjeux, Marianka, de ce texte? Qu'est-ce qui t'a conduit à faire une base de données du genre ShudingNet, et quel serait à la fin le produit final qu'on va pouvoir lire, par exemple? Donc quand j'ai commencé à travailler à la main sur les poèmes, j'étais pas exactement à la main parce que quand même j'avais des versions numériques du shuding commenté, et puis de poèmes essentiellement Déci Dynastie dans le Wensuan, avec aussi une couche de commentaires qui datent pas de la période sur laquelle j'étais en train d'étudier. Les commentaires sont chaque fois postérieurs à la production. Et mon problème, c'était que quand je cherchais à l'intérieur de mon corpus, je cherchais pêle-mêle, aussi bien dans le texte que dans les commentaires. Donc j'avais besoin de constituer
des strates à l'intérieur de mes textes. Et puis, j'aurais aimé pouvoir dire, mais je ne cherche que les textes de telle période. Et pour faire ça, je suis obligée d'associer des informations, des métadonnées à chacune des strates de mes textes. Donc, par exemple, j'ai des fichiers dans lesquels j'ai les poèmes, et puis j'ai des identifiants pour chaque vers, et ensuite j'ai les commentaires de chacun qui portent soit sur un vers, soit sur le commentaire sur un vers. Donc ça crée un entrelac de textes, mais qui sont donc complètement fragmentés. Ce qui me permet après d'aller chercher dans des couches particulières et de créer des connexions comme ça pour essayer de voir comment un texte de départ peut être transformé et repris, mais avec des variations. Et est-ce que la variation, elle vient d'un commentaire qui est lié à ce vers-là, par exemple? Je ne sais pas si je suis très claire. Et c'est ça qui doit apparaître. C'est les nuages des mots. Bon, mais suffisamment clair. Mais voilà, tout ça, oui. Et donc, l'idée, c'est de composer un corpus plus large que juste le Schötzing. Et d'où le projet qui a été mené avec la Bulac, le Collège de France, la BNU à Strasbourg, pour collecter un ensemble plus large et pouvoir connecter non seulement les poèmes du Schötzing entre eux, ce qui est relativement simple, mais plus largement des encyclopédies et des textes postérieurs jusqu'à la fin des temps. Voilà. Avant de donner la parole à la salle, je pose une dernière question à Rémi. Après avoir traduit le Schötzing, est-ce que tu as encore envie de traduire? De traduire quoi? Non, j'ai commencé la rédaction d'un certain nombre d'études sur le Schötzing, en particulier, on parlait de Granet tout à l'heure, en particulier sur dans le domaine anthropologique. Il m'est apparu, ce qui ne m'était pas du tout apparu depuis 40 ans que je lis le Schötzing, que la place des femmes dans le Schötzing posait question. Alors c'est peut-être l'air du temps, enfin c'est sûrement l'air du temps, qui fait que je me suis posé cette question. Et ce qui est très frappant, c'est de voir qu'environ la moitié des poèmes d'amour sont des poèmes qui sont supposés écrits par des femmes ou qui donnent le sentiment que c'est une femme qui est le sujet. Puisque comme chacun le sait, enfin du moins comme chacun de ceux qui parmi vous font de la poésie en langue classique, le sujet n'est pas exprimé clairement, il n'est pas genré. En particulier, quand il y a un dialogue, on ne sait souvent pas qui parle. Mais très souvent, on arrive quand même à comprendre que c'est plutôt un point de vue féminin qui est exprimé. Ça ne veut pas dire que c'est une femme qui l'a écrit, mais c'est aussi intéressant de constater que celui qui l'a écrit, la personne qui l'a écrit, s'exprime au nom d'une femme, comme si elle était une femme. Et j'ai trouvé ça dans un poème de Zhang Rang, donc sous les Han, où il exprime son émotion comme s'il était une femme. Alors, est-ce que la parole féminine serait plus audible que la parole masculine dans ce cadre-là? Une autre étude que j'ai faite et qui a été publiée en Chine est relative aux gestes. Il m'est apparu que dans cette œuvre, il y avait une multitude de gestes qui étaient décrits dans un certain nombre de circonstances et qui me paraissaient intéressants dans la mesure où ils étaient révélateurs des relations sociales, d'une part, et du rapport de l'homme, homme homo, avec la nature, avec l'environnement. Également, sur le plan religieux, il y a de grandes richesses, c'est pas seulement dans la partie finale, dans la partie song, qui compile des hymnes qui sont proprement religieux,
mais dans des tas de manifestations, de sous-entendus, de poèmes qui impliquent un type de croyance. Et là encore, l'expression de cette croyance n'est pas du tout explicite. Elle fait partie simplement des choses que nous savons par ailleurs du rapport des populations chinoises de l'époque avec différentes divinités locales ou divinités supérieures. Donc il me semble qu'il y a là beaucoup de choses à explorer ou à reprendre, parce qu'évidemment, bien d'autres chercheurs avant moi ont fait ce chemin, en particulier les chercheurs chinois et chercheurs américains qui ont beaucoup produit ces dernières décennies sur cette période ancienne. Donc voilà, j'ai pas, pour l'instant, je laisse de côté la traduction qui m'a pris quand même un certain nombre d'années. Mais je pense que le Schöding est en soi d'une telle richesse qu'il nous paraît insondable, et nous allons le sonder. J'ouvre la discussion, le dialogue avec la salle. Donc, ceux qui veulent poser des questions, allez-y. C'est le moment, il faut en profiter. Bonjour, j'avais une question par rapport à la traduction elle-même. Comment vous pensez à la traduction de Couvreur et à la traduction de Granet? Si possible, est-ce que vous pouvez faire une comparaison entre leur traduction et votre traduction? Par exemple, la manière dont on traduit et comment choisir les mots français pour correspondre aux mots chinois, par exemple. Oui, alors effectivement, les traductions de Couvreur et de Granet, je les ai consultées pour chaque vers, avec beaucoup de respect, mais ce respect ne boucle pas, ne ferme pas mon interrogation. C'est-à-dire que la traduction de Couvreur s'appuie sur les éditions chinoises de la fin du XIXe siècle, essentiellement sur les commentaires de Zhu Xi, que Couvreur a adopté presque toujours, c'est-à-dire un point de vue essentiellement moral, qui s'accordait fort bien avec son point de vue de jésuite, que je respecte et que je replace dans le contexte de l'époque. Il n'y a pas là d'ironie de ma part, étant donné le travail énorme, monumental, que Couvreur a pu faire sur les classiques chinois, et en particulier sur le Schöding. En plus, comme vous le savez sans doute, il a rajouté une traduction latine, qui bien souvent d'ailleurs est plus fidèle que la traduction française, et une transcription, en plus des caractères chinois. Ce que je reprocherais à Couvreur, c'est pas tellement son côté jésuite, c'est-à-dire pur moralement. Il passe son temps à adopter le point de vue des commentateurs chinois les plus puritains, mais ça tient à sa formation à l'époque. Non, ce qui me gêne chez lui, c'est qu'il ne fait pas le moindre effort en matière poétique. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il traduit, si je peux me permettre d'être un peu vulgaire, l'annuaire du téléphone. Il n'y a aucun souffle, aucune recherche des sonorités, aucune recherche du rythme. Or, la poésie, la moitié de la traduction de la poésie, c'est le rythme. Et de ce côté-là, Couvreur ne fait pas d'effort. Et par ailleurs, il rajoute, entre parenthèses, des éléments du commentaire classique, enfin des commentateurs chinois classiques, pour qu'on comprenne mieux la phrase. Si bien qu'on aboutit à un texte d'une lourdeur qui est particulièrement pénible, et surtout lorsqu'on lit, on croit lire de la poésie.
Alors, je serai beaucoup moins sévère en ce qui concerne Granet, mais je vous rappelle que Granet, dans Fêtes et chansons anciennes de la Chine, ne traduit qu'une partie du Guofeng. C'est-à-dire, sur les 160 poèmes du désert des royaumes, il en traduit, je ne sais plus, 116 ou 120. En tout cas, il ne traduit pas la totalité. Et il traduit en plus 2 ou 3 poèmes issus du Xiaoya. Donc c'est relativement peu. Par contre, le grand mérite, enfin, les grands mérites de Granet, il y en a plusieurs, c'est d'une part de tenir compte des commentaires philologiques sans lesquels on ne comprend pas le texte, et il reconnaît d'ailleurs cette dette, et il élimine l'aspect moral, moralisateur, ce que ne fait pas donc Couvreur à peu près à la même époque, ou du moins quelques années avant. Et puis surtout, sa traduction est poétique. C'est-à-dire, il recherche les mots qui sonnent particulièrement bien, qui ont un rythme adapté au poème, et son commentaire est d'une profondeur, d'une pertinence. Évidemment, on peut ne pas être d'accord maintenant avec ce qu'il a avancé il y a plus de 100 ans, 120 ans. Mais pour moi, cette traduction reste malgré tout très remarquable. Autre question, vos remarques, Valérie? Oui, je voulais d'abord commencer par... Ça fonctionne bien ? Par vous remercier pour l'extrême richesse et qualité de l'échange de ce soir. Je ne sais pas si tout le monde mesure à quel point c'est absolument formidable de vous avoir entendu sur ce monument et nous donner et nous faire participer, nous faire partager un peu de votre vertige, puisque c'est assez vertigineux, effectivement. Voilà. Donc là, l'ouvrage est magistral et un pavé, effectivement, avec des introductions systématiques à toutes les échelles de la chose. Et merci d'avoir réalisé magistralement cette somme sur le Schetting. Et donc, vous nous avez fait effectivement un peu participer à ce vertige de la masse des commentaires et de la confusion dans laquelle on se trouve entre le texte et le commentaire. J'ai 2 petites questions un peu curieuses et personnelles. La première, c'est puisque cette langue est effectivement archaïque et pose d'énormes problèmes philologiques qui donc justifient en partie notamment les travaux comme celui de Louty sur les plantes ou la masse des gloses philologique, effectivement. À quel point, vu la datation des textes, on arrive à départir de la poule de l'œuf entre le sens... Enfin, qu'est-ce qui fait qu'on sait que l'aigle pêcheur est un oiseau fidèle, mais qui respecte la séparation des textes? Est-ce qu'on le sait parce que le lexique s'appuie sur l'interprétation qu'on a donnée du Guanju, ou est-ce que... vous comprenez ce que je veux dire? À partir de quel moment est-ce que le sens ou le caractère de l'aigle pêcheur, ou le choix de trouver un aigle pêcheur défini comme étant un oiseau comme ci comme ça a été imposé dans le lexique grâce aux commentaires voilà. Et la deuxième chose qui est vraiment un peu naïf et curieux, mais c'est vrai que comme vous l'avez montré aussi, on lit quand même beaucoup plus les airs des royaumes. On parle beaucoup plus des airs des royaumes, on parle beaucoup plus des commentaires historicisants, confucianisants, didactisants des airs des royaumes. Et pour une fois, on a quelqu'un qui a travaillé, qui a tout traduit, les Xiaoya, les Taya et les Zhousong. Et moi, j'aurais aimé vous interviewer comme ça. Alors, votre impression après avoir traduit aussi les autres dont on parle moins, dont la langue est aussi très ancienne, notamment dans les songs, ça pose aussi... Enfin, les problèmes d'interprétation, à mon avis, doivent être aussi assez conséquents. Même si on a des trames plus historicisantes ou des référents qui échappent un tout petit peu moins que dans les chansons d'amour de 2-3 couplets de 4 vers chacun. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop bavarde par mes 2 questions. Non, vous ne l'avez pas été assez. vous avez une connaissance majeure de ces textes. Alors, je vais quand même essayer de répondre à votre question.
la dernière, donc, non, la première, c'était sur les... Voilà. Alors, je reprends donc l'exemple de l'aigle pêcheur. D'une part, on le trouve dans les commentaires, c'est-à-dire les commentaires disent ça, et au pied, c'est-à-dire ils vivent séparément. Ils sont donc des modèles de la vertu conjugale parce que leur union sexuelle est pondérée, ritualisée, conforme aux saisons de l'année. C'est une chose à laquelle Mao Hong tient tout particulièrement. Et la deuxième source de mes informations, c'est une information encyclopédique. C'est-à-dire, je vais voir comment vit l'aigle pêcheur et réellement, comment est-ce qu'il construit sa vie sociale. Et est-ce que ce que les scientifiques en observent à l'heure actuelle correspond à ce que la population paysanne de l'Antiquité en observait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve très souvent une parfaite concordance entre les deux. Et d'ailleurs, je rajoute un point, puisqu'on a beaucoup parlé en fait ce soir des commentaires classiques, c'est-à-dire depuis Mao jusqu'à la fin de l'Empire. Mais en fait, moi, j'ai surtout travaillé avec 12 à 15 commentaires modernes des commentateurs chinois, c'est-à-dire des savants chinois contemporains. Parce qu'eux ont l'avantage de connaître 2000 ans de gloses, et ou bien ils les citent en les critiquant, ou ils les citent en les adoptant, ou ils les citent en proposant leurs solutions. Donc ça, c'est un regard critique contemporain. Ça n'est pas, Marie le soulignait tout à l'heure, quand on regarde un commentaire de l'époque Han, eh bien les lettrés réfléchissent comme on réfléchissait sous les Han et répondent donc à ce qu'ils croient que leur public attend d'eux, surtout que l'empereur attend d'eux. Et si on va sous les Tang, même chose, sous les Song, pareil, sous les Ming et les Qing, etc. C'est très frappant de voir comment, lorsqu'on lit un commentateur de telle et telle période, il est nécessairement en accord avec cette période. C'est-à-dire, il ne peut pas dire autre chose, il ne peut pas penser autre chose, il ne peut pas exprimer autre chose que ce que sa période veut qu'il dise, exprime et pense. Donc, c'est ça qui est assez fascinant. L'avantage avec les commentateurs modernes, c'est qu'ils atteignent quand même un niveau scientifique qui est tel qu'on peut se dire, tout de même, il n'y a pas de pression sociale, il n'y a pas de pression idéologique. L'empereur ne va pas leur couper la tête s'ils ne disent pas ou n'écrivent pas cela. Et en plus, ils sont souvent en rapport avec ce qu'ont cherché les sinologues américains, qui sont extrêmement productifs et dont je me suis servi des travaux tout au long de mon propre travail. Votre seconde question, vous me la rappelez? Oui, alors, tout à fait d'accord. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle du Shuzhing, on ne parle que du Guofeng. Mais c'est une erreur majeure. Effectivement, c'est beaucoup plus sympa, si je puis dire, à lire que les réunions de seigneurs qui boivent jusqu'à plus soif, qui se souhaitent longue vie, ou que les cérémonies religieuses adressées au Shangdi. Mais c'est d'une richesse absolument incommensurable. Et je regrette beaucoup que beaucoup de nos collègues américains ou européens se soient si peu intéressés à cette autre partie qui représente quand même la moitié du Shuzhing et qui est prodigieusement riche. En particulier, moi, ce qui m'a intéressé, c'est tout l'aspect mythologique dont on parle assez peu et qui apparaît à la fois dans le texte, dans les commentaires et également, qui développent et qui font le parallèle avec les cérémonies religieuses qui existaient sous les Zhou au début de
de la dynastie des Zhou. Hein. Les poèmes remontent très très haut. Et on a même des poèmes qui sont censés remonter au Shang. Probablement ce sont des faux, parce qu'on imagine bien que les poèmes à l'époque Shang n'ont pas traversé comme ça des millénaires. Mais la dynastie de Song, qui a hérité du culte des Shang, a vraisemblablement prolongé ce culte et cet aspect littéraire du culte. En tout cas, moi, ce sont des parties de l'œuvre qui m'ont largement autant intéressé que la première partie qui est si étudiée par les sinologues occidentaux et chinois, les Guofeng. Autre, oui. Zach. Alors premièrement, j'aimerais vous remercier tous les deux pour cette présentation très, très agréable. Monsieur Mathieu, ma question va porter sur votre travail en tant que travail. Je vais m'expliquer. Je pense que tous les sinologues ici présents peuvent être d'accord avec moi quand je dis que traduire un des classiques, c'est comme un des travaux d'Hercule. Qui plus est, vous avez fait la première traduction intégrale depuis Séraphin Couvreur. J'aimerais savoir, est-ce que les questionnements d'un chercheur, d'un traducteur, quand on doit traduire, quand on nous a donné la tâche ou quand on a pris le fardeau soi-même de traduire un ouvrage si vertigineux, si important, et qui plus est qui n'a été traduit depuis très longtemps, est-ce que les questionnements sont différents que des questionnements pour des ouvrages un peu plus mineurs, sans jugement de valeur, bien sûr? Oui, lorsqu'on s'embarque sur cet océan à la fois de glose et de travail, on met le doigt dans un engrenage, mais on ne sait pas jusqu'où l'engrenage va vous emmener. C'est-à-dire, on ne sait pas si on en prend pour 6 mois ou pour 6 ans, et quelle sera la durée de la tâche. Et fort heureusement, parce que sans ça, je vous pourrais croire que à de maintes reprises, je me suis dit, je ne vais jamais y arriver. C'est pas possible. C'est pas possible parce que effectivement, il y a une question de masse qui ne se retrouve pas dans d'autres textes. Il se trouve que j'ai commencé cette traduction au moment où je finissais le volume que j'ai consacré au père fondateur du taoïsme, donc Lao Tzu Liezi Zhuangzi. Donc j'en avais déjà pris à peu près pour 5 ans, mais comme j'en avais plus qu'assez de côtoyer Zhuangzi, pourtant Dieu sait que j'adore Zhuangzi, d'ailleurs tous les sinologues, c'est bien connu, adorent Zhuangzi, je me suis dit il faut vraiment que je fasse autre chose, et j'avais commencé à traduire le Shëting dans le cadre d'une petite collection qui était sans prétention. Il n'y avait pas d'appareil critique et il ne s'agissait que d'un choix très très limité. Mais vous savez, quand la passion s'en mêle, on se dit non, c'est pas possible, je peux pas lâcher ça. Je peux pas lâcher une telle œuvre d'une telle importance. Pour moi, c'est le poème des poèmes, le classique des classiques. Et d'ailleurs, si vous relisez les citations qui sont faites du Shëting dans la totalité des œuvres des auteurs confucianistes, je pense que Marie doit aussi avoir compilé cela, vous apercevez que c'est vraiment le classique de très loin le plus cité. 90% des citations de classiques dans les œuvres de Confucius, Mencius, Xunzi, j'en oublie, non, enfin c'est déjà pas mal, sont des citations du Shëting. Donc cette œuvre qui se trouve réellement au cœur et dans la tête de tous les lettrés de l'Antiquité, sans parler de tous les lettrés qui ont suivi l'Antiquité, ce qui fait quand même pas mal de monde, vous vous dites qu'il faut quand même aller au bout. Tôt ou tard, il faut le terminer. Mais c'est vrai qu'il y a une question d'énergie
Et j'ai peut-être eu le tort d'entreprendre cette croisade contre l'oubli de ces poèmes tout seul. Je crois qu'il faudra à l'avenir, en tout cas c'est comme ça que travaillent nos collègues américains, il faut dire qu'ils n'ont peut-être pas les mêmes moyens que nous, c'est de travailler ensemble, de travailler conjointement avec des aides non seulement financières, mais surtout matérielles. C'est-à-dire maintenant, on dispose quand même d'outils considérables, Marie Bizet en a parlé tout à l'heure, qui vont faciliter les choses pour l'exploration de cet océan de littérature que constitue la littérature chinoise, des origines jusqu'à nos jours. Peut-être Marie peut dire un mot sur ces outils, oui. Tu veux dire un mot pour les outils? Les outils pour la traduction, je ne connais pas grand-chose. Ah, les bases de données, oui. C'est un grand sujet, les bases de données. Des bases de données, on en utilise déjà, on en a un certain nombre comme pour les noms de personnes. Je veux dire qu'on a des outils comme CBDB, par exemple, qui sont très utiles, en tout cas quand on travaille sur la période plus tardive, mais aussi DILA, et puis un certain nombre de choses comme ça. Ce dont on aurait besoin pour pouvoir travailler efficacement sur nos corpus, c'est des bases de données lexicales historiques, une sorte de Robert historique de la langue chinoise, comme on a un trésor de la langue française, etc., mais où on peut voir à quelle époque on utilise les mots. Parce que pour le moment, on a beaucoup de mal à utiliser nos corpus de manière systématique, parce que on découpe en caractères, mais on découpe pas en mots. Et c'est un vrai frein à l'analyse systématique de nos corpus. Oui, pour compléter ce que vient de dire Marie Bizet, moi j'ai beaucoup travaillé avec des index. C'est-à-dire que pour savoir si une expression, si un caractère apparaît dans les ouvrages de l'Antiquité ou de la période moyenne, puisque moi je travaille à peu près jusqu'à l'époque des 6 dynasties. Au-delà, c'est trop moderne pour moi. Mais pour savoir si un mot, une expression, par exemple, Wenqin Yaolong, j'avais fait une lecture complète de l'œuvre en listant toutes les occurrences du Shijing dans cette œuvre. Mais il est évident que si on avait des instruments, des ordinateurs qui nous permettent de faciliter le travail et de gagner des mois ou des années de recherche, les choses iraient quand même plus vite, c'est évident. Le travail que j'ai fourni est un travail essentiellement artisanal. En fait, il est basé sur des décennies et des décennies de prise de notes, tout simplement, qui demandent effectivement du temps et de l'énergie. Et à cet égard, fort heureusement, les moyens que nous fournissent l'électronique et tous les systèmes Internet maintenant vont accélérer la révolution de la recherche en sciences humaines et en littérature en particulier. Peut-être une dernière question s'il y en a. Bonsoir. Merci à vous deux pour vos présentations. J'ai une question qui est peut-être un petit peu naïve, mais vous, monsieur Mathieu, vous parliez tout à l'heure du cas de la fleur d'armoise qui était un symbole de fécondité lorsqu'on l'offre aux jeunes femmes. Je me posais la question de savoir s'il y avait des rapprochements qui pouvaient être faits entre ces textes poétiques
et par exemple les traités de pharmacopée qui pourraient être féconds pour justement aider à l'identification des espèces. Voilà, je me demandais si c'était quelque chose qui avait déjà été essayé. Oui, alors on a parlé tout à l'heure de l'outil à propos des premières tentatives d'identification des plantes, mais les commentateurs des siècles suivants et jusqu'à l'époque moderne citent les différentes, ce qu'on appelle les Bonsao, c'est-à-dire les traités des plantes. Et ces traités des plantes ne donnent pas uniquement des renseignements sur la physiologie des plantes en question. Ils rapportent des croyances, des pratiques religieuses, des utilisations diverses et variées, parce qu'une plante, ça sert à nourrir du bétail, ça sert à nourrir des humains, ça sert dans la pratique religieuse, ça sert on vient de le voir, dans les relations amoureuses, ça sert pour les vêtements, enfin, etc. C'est un monde en soi, l'utilisation de la botanique. Donc, les études chinoises en la matière, en particulier Bensao Gangbu, qui traitent de ces questions, sont extrêmement pertinentes et sont d'ailleurs citées constamment par les commentateurs plus tardifs. Certes, mais jusqu'au XXe siècle, on continue à les citer. D'ailleurs, je pense que c'est un ouvrage qui doit continuer à être très valorisé en Chine même, dans la pharmacopée traditionnelle. Hein. Je ne sais pas si tu as des informations sur ce sujet un peu pointu. Je ne suis pas spécialiste, il faut demander à ma professeure Catherine Despeux. Un jour, si elle vient ici, on peut l'interroger. Bien, je crois qu'on a... Oui, vas-y. Non, je voudrais juste ajouter un mot sur le fait que dans le commentaire de l'outil, on trouve ce genre de choses. On trouve aussi des recettes de cuisine avec une appréciation sur si c'est sucré, si c'est bon à manger, si c'est amer, etc. Mais aussi à quoi ça peut servir de consommer une plante ou une autre. Donc c'est cette accumulation-là de savoir dont il était question tout à l'heure, ou comment est-ce comment est appelée la plante dans différentes régions. Voilà. Et je voulais juste prendre la parole parce que il y a une équipe à Singapour, l'équipe de Michael Stanley Baker, qui travaille sur les textes liés aux plantes pendant le Haut Moyen-Âge essentiellement, mais qui remontent un peu en amont parce que ce qu'on sait au Moyen-Âge, on le sait aussi, c'est hérité du passé partiellement. Et ils ont une ferme où ils font des expérimentations et ils lisent ça aussi avec les pharmacopées d'Asie du Sud-Est. Voilà. Et il faut un peu rêver et je trouvais que c'était une bonne manière de rêver. Merci beaucoup de terminer par cette touche de cuisine. Hein. Cuisiner, c'est gouverner. Donc, c'est Yi Ying qui sera Premier ministre de l'Empereur Tang des Shang. Et je crois que Jean Lévy a fait, la revue n'est pas encore sortie, de très beaux textes sur le rapport entre diététique et la politique. Bien, alors je remercie chaleureusement nos deux invités qui nous ont fait comprendre un peu ce que c'est le Shijing et merci aussi à l'audience pour ceux qui n'ont pas encore lu la traduction de Rémy. Je vous invite à le lire. Je crois qu'un exemple est déjà disponible. Je pense à la Bulac, c'est moi qui l'ai commandé. Et puis à aussi découvrir Shijingnet dont Marie est porteur. Je vous remercie à tous et bonne soirée.